1942, quelque part dans le Pacifique. Un jeune marine est éveillé depuis près de 60 heures. Ses mains ne tremblent pas. Sa vision ne se brouille pas. Il ne ressent pas la faim. Il ressent à peine la peur. Parce qu'il ne fonctionne pas seulement à l'adrénaline. Il glisse la main dans la poche de sa poitrine et prend une pilule. Un petit comprimé blanc, du benzédrine, fourni par l'armée américaine, militaire. Et il n'est pas seul. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les forces américaines avaient reçu entre 200 et 250 millions de comprimés d'amphétamine, distribués par les canaux officiels, remis par les infirmiers et utilisés par les soldats, marins et aviateurs sur tous les grands théâtres d'opération de la guerre. Ce n'était ni rare, ni caché, ni accidentel. C'était autorisé. Quand la plupart des gens imaginent le GI américain de la Seconde Guerre mondiale, ils pensent à la discipline, au courage et à l'endurance. Et cette image est méritée. Mais elle est incomplète. Car derrière les marches forcées, les missions de bombardement sans sommeil et les combats brutaux sur les îles, un autre facteur entrait en jeu. La chimie. Les stratèges militaires avaient un problème. Les êtres humains se fatiguent. Ils craquent. Ils hésitent. Ils échouent sous un stress prolongé. Alors la question s'est posée. Et si ce n'était plus nécessaire? La réponse est venue sous forme de pilules, des stimulants pour rester éveillé, des sédatifs pour redescendre, de la morphine contre la douleur, de l'alcool pour tenir le coup. Tout un système pharmacologique, en grande partie passé sous silence, conçu non pas pour soigner les soldats, mais pour les maintenir au combat. On entend souvent parler de l'utilisation de la méthamphétamine par l'Allemagne nazie pendant la Blitzkrieg. Ce dont on parle beaucoup moins, c'est que les États-Unis menaient leur propre version de la guerre chimique sur leurs propres troupes, non pas pour leur nuire, mais pour les pousser au-delà de leurs limites naturelles. Parce que les amphétamines n'éliminent pas l'épuisement. Elles le retardent et, tôt ou tard, la facture arrive. Ce n'est pas seulement une histoire de drogue. C'est une histoire sur ce que la guerre fait au corps humain et sur ce que les institutions sont prêtes à faire pour maintenir ce corps en état de marche. Parce que le soldat américain n'a pas seulement combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans bien des cas, il a été chimiquement modifié pour la supporter. Et lorsque la guerre a pris fin, ses effets ne se sont pas simplement volatilisés. Bien avant que la première botte américaine ne foule un sol étranger pendant la Seconde Guerre mondiale, la drogue qui allait définir l'endurance du soldat avait déjà été approuvée, commercialisée et normalisée. Benzédrine, c'était son nom commercial. Développé à la fin des années 1920 par le chimiste américain Gordon Alice, qui cherchait un substitut synthétique à l'éphédrine, un composé utilisé pour traiter l'asthme. La benzédrine a fait son entrée dans la vie civile, non pas comme un stimulant à usage abusif, mais comme un produit médical banal. Un inhalateur, disponible sans ordonnance dans n'importe quelle pharmacie, recommandé par les médecins. Les patients lui faisaient confiance. Il ouvrait les voies respiratoires, soulageait la congestion, c'était ordinaire. Ce qu'il faisait aussi, ce qu'Alès lui-même a documenté lors de ses premiers essais, c'était de produire un effet frappant et indéniable sur l'esprit. Vigilance, humeur exaltée, un sentiment de confiance qui dépassait le simple aspect physique. Les utilisateurs déclaraient se sentir capables de maintenir leur concentration sur de longues périodes, de surmonter la fatigue, de fonctionner à haut niveau alors que le corps aurait dû réclamer du repos. C'était de l'amphétamine. Et au milieu des années 1930, ce n'était plus seulement un traitement contre l'asthme. Smith, Kline & French, la société pharmaceutique qui détenait les droits commerciaux, avait considérablement élargi ses applications. Le benzédrine était désormais commercialisé pour la dépression, l'obésité, la narcolepsie, pour une variété stupéfiante de troubles que le corps médical était encore en train de recenser. C'était légal, c'était rentable, c'était partout. L'armée y prêtait attention.
il est difficile de situer précisément le moment où les planificateurs militaires américains ont commencé à envisager sérieusement les amphétamines comme outil de performance, que ce soit lors d'une réunion ou dans une note de service. Ce qui est certain, c'est qu'à la fin des années 1930, alors que la perspective d'un conflit à grande échelle devenait impossible à ignorer, la question de l'endurance des soldats faisait déjà l'objet d'études. La fatigue était l'un des plus anciens ennemis de la guerre. Elle avait coûté des campagnes, provoqué l'effondrement d'offensives et tué des soldats dans des conditions qui n'avaient rien à voir avec le feu ennemi. Les armées, à travers l'histoire, s'y étaient confrontées. Par le café, par l'alcool, par les feuilles de coca, par une discipline pure et brutale. Désormais, il existait quelque chose de mieux, quelque chose qui agissait plus vite, durait plus longtemps et pouvait être standardisé sous forme de comprimés, assez petits pour tenir dans une poche de chemise. Les Britanniques furent les premiers parmi les forces alliées à adopter officiellement l'amphétamine à des fins militaires. Dès 1939 et jusqu'en 1940, la Royal Air Force commença à distribuer des comprimés de benzédrine à ses équipages, des hommes qui devaient rester vigilants lors de longues missions, qui ne pouvaient se permettre la moindre baisse de concentration due à l'épuisement pendant le combat. Les résultats, tels qu'ils furent rapportés en interne, étaient convaincants. Les pilotes restaient vifs. Les temps de réaction étaient maintenus. Les missions qui auraient autrement nécessité une rotation ou du repos pouvaient être prolongées. L'Amérique observait. Et l'Amérique produisait déjà la drogue à grande échelle. Lorsque les États-Unis sont officiellement entrés en guerre après décembre 1941, la transition du produit pharmaceutique civil à l'approvisionnement militaire s'est faite avec une rapidité remarquable. Les forces aériennes américaines furent parmi les premiers à adopter cette pratique, à l'image de leurs homologues britanniques. Les missions de bombardement à long rayon d'action exigeaient des équipages capables de rester opérationnels pendant 8, 10, 12 heures ou plus. Dormir n'était pas une option disponible. Le café ne suffisait pas. La benzédrine était la solution vers laquelle l'armée s'était discrètement orientée. Fait crucial, il ne s'agissait pas d'un programme secret. La distribution de comprimés d'amphétamine au personnel militaire américain était autorisée, documentée et organisée par les circuits officiels d'approvisionnement médical. L'armée disposait de consultants en pharmacologie. Il y avait des débats internes sur le dosage, la fréquence, les contre-indications. Il existait tout un appareil bureaucratique autour de cela. Ce n'était pas quelque chose qui se passait dans l'ombre. C'était quelque chose qui se passait dans la chaîne d'approvisionnement. Et pourtant, malgré cette normalité bureaucratique, les soldats qui recevaient un comprimé de benzédrine recevaient rarement des informations détaillées sur les effets à long terme. « Tu es fatigué, ça va t'aider. Prends-le. Avance. » La vision complète de ce que faisait ce comprimé. Au corps, à l'esprit, à l'homme qui finirait par devoir rentrer chez lui et vivre une vie en temps de paix. Cette vision ne faisait pas partie de l'instruction. C'était le début d'un schéma, et ce schéma n'allait que s'accentuer. Les chiffres comptent ici, non pas comme des statistiques à réciter, mais comme l'architecture d'une réalité presque impossible à saisir sans eux. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a distribué environ 250 millions de comprimés d'amphétamine à ses membres. 250 millions. Produits principalement par Smith, Kline & French, la même entreprise qui avait introduit la benzédrine sur le marché civil, et distribués par les canaux médicaux militaires, ces comprimés sont parvenus aux soldats, marins, aviateurs et marines dans tous les grands théâtres de la guerre. Le Pacifique, Afrique du Nord, Italie, France, les cieux au-dessus de l'Allemagne. Ce n'était pas un programme marginal. Ce n'était pas une expérience menée sur un sous-ensemble de volontaires. C'était, selon toute mesure raisonnable, l'une des plus grandes interventions pharmacologiques de l'histoire de la guerre moderne. Pour comprendre comment cela a été possible, comment cela a été accepté, comment cela a été maintenu, il faut comprendre le paysage de la médecine militaire au début des années 1940. Les États-Unis.
L'approche de l'armée américaine en matière d'amélioration pharmacologique des performances s'inscrivait dans un cadre plus large de gestion du corps humain comme ressource stratégique. Compléments vitaminiques, formulation de rations, médicaments antipaludiques. Le corps du soldat était un système à optimiser et le corps médical en était le département d'ingénierie. La benzédrine, puis plus tard la dexédrine, une variante plus puissante, s'intégrait naturellement dans ce cadre. Elle n'était pas présentée comme une drogue au sens contemporain chargé de ce mot. Elle était présentée comme un outil, un équipement, comme une gourde ou une boussole, conçue pour aider le soldat à remplir sa fonction. Les commandants sur le terrain disposaient d'une grande latitude quant à la manière et au moment de distribuer les amphétamines. Dans l'armée de l'air, la benzédrine était souvent fournie aux membres d'équipage avant les longues missions, de façon routinière. Parfois distribuée directement par les médecins de vol, parfois mise à disposition en vrac, avec l'idée que les équipages s'auto-administreraient. Dans les unités de combat au sol, la distribution était moins uniforme, mais tout aussi réelle. Les médecins militaires transportaient des comprimés d'amphétamine dans leurs trousses de terrain. Les soldats qui devaient rester réveillés pendant de longues opérations, qui devaient réprimer leur peur avant un assaut, qui devaient marcher toute la nuit après 3 jours sans repos, y avaient accès. La marine avait son propre système parallèle. Les équipages de sous-marins en patrouille prolongée opéraient dans des conditions de stress psychologique et physique extrêmes. Confinés sous l'eau, opérant dans un secret quasi total pendant des semaines d'affilée. Les amphétamines faisaient partie de la panoplie pharmacologique utilisée pour gérer ce stress et maintenir la capacité opérationnelle. Les unités du corps des Marines dans le Pacifique, combattant dans un type de terrain et des conditions qui faisaient apparaître le théâtre européen presque ordonné en comparaison, recevaient des amphétamines par des canaux similaires. Les campagnes de saut d'île en île de 1942 à 1945, menées sous la chaleur tropicale contre un ennemi qui refusait fréquemment de se rendre, imposaient des exigences au corps humain, qu'aucun planificateur militaire n'avait pleinement anticipé. La privation de sommeil est devenue une forme d'attrition en soi. Les amphétamines étaient l'une des réponses. Le médicament avait aussi une dimension civile que l'armée devait gérer avec précaution. Le benzédrine était encore produit et vendu aux consommateurs civils. La même infrastructure pharmaceutique qui approvisionnait l'armée continuait d'alimenter les pharmacies américaines. Il n'y avait pas de séparation formelle entre les produits destinés à l'armée et ceux destinés aux civils. C'était le même comprimé, la même formulation, qui circulait par des canaux différents. Cette continuité a eu des répercussions sur la période d'après-guerre que personne ne surveillait encore. Et sous la distribution officielle, autre chose commençait déjà à se produire. Quelque chose que la chaîne d'approvisionnement ne pouvait pas totalement contenir. Les soldats, à qui l'on avait distribué des comprimés de benzédrine, ont commencé à les partager de manière informelle, à les échanger, à les utiliser dans des contextes qui sortaient du cadre autorisé. Un comprimé destiné à maintenir la vigilance pendant une opération de combat pouvait être utilisé pour tenir lors d'une marche éprouvante. Un stock distribué par un médecin de l'air pour une mission pouvait circuler parmi le personnel au sol, qui n'avait aucune autorisation officielle, mais un besoin considérable. L'infrastructure de la distribution officielle avait créé quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Une culture militaire dans laquelle la stimulation chimique était normale, attendue et jamais remise en question. L'homme qui a plongé la main dans sa poche au début de ce documentaire, éveillé depuis 60 heures, les mains stables, ne ressentant rien, n'était pas une exception. Il était le produit d'un système. Un système qui avait décidé, avec les meilleures intentions mais la pire vision à long terme, que la réponse à la limitation humaine était la chimie. Mais qu'est-ce que cette chimie faisait réellement aux hommes qui la prenaient? Et que se passait-il lorsque les doses venaient à manquer? Pour comprendre ce que l'amphétamine faisait aux soldats américains, il faut comprendre ce qu'elle faisait au cerveau. Le benzédrine, une amphétamine, agit en inondant le système nerveux central de dopamine et de noradrénaline, les neurochimiques associés à la vigilance, à la motivation
et à la suppression de la fatigue. L'effet n'est pas subtil. Dans les 30 à 60 minutes suivant l'ingestion, l'utilisateur ressent une élévation marquée de l'énergie et de l'humeur, une réduction spectaculaire de la sensation de fatigue, une augmentation de la confiance en soi et un resserrement de la concentration. À ce moment-là, cela peut donner l'impression d'une grande clarté. Pour un soldat aux 40e heure d'une opération de combat, cet effet n'était pas seulement agréable, il était vital sur le plan fonctionnel. Le calcul était simple. Un homme incapable de rester éveillé risquait de manquer la patrouille ennemie. Un pilote dont les réflexes étaient altérés par l'épuisement risquait de ne pas redresser l'avion à temps. Un tireur dont les mains commençaient à trembler pouvait rater sa cible. Cela avait de l'importance. L'amphétamine corrigeait ces défaillances avec une précision chimique. Les témoignages laissés par les vétérans et documentés dans les dossiers médicaux militaires en témoignent. Les soldats décrivaient le comprimé comme induisant un état de vigilance presque surnaturel, une suspension des besoins ordinaires du corps. La faim disparaissait. Le froid devenait supportable. La peur, si elle n'était pas éliminée, devenait quelque chose que l'on pouvait mettre de côté. Un rapport de l'armée provenant du théâtre d'opération d'Afrique du Nord notait que les soldats à qui l'on avait donné de la benzédrine avant une opération nocturne déclaraient se sentir frais et alertes après des périodes de service continu qui, en temps normal, les auraient rendus inaptes à poursuivre le combat. Les équipages de l'aviation de la 8e Air Force menant des raids de bombardement en plein jour au cœur de l'Allemagne. Des missions pouvant durer de 8 à 10 heures à haute altitude, sous des attaques continues de chasseurs par des températures bien en dessous de zéro, comptaient sur la benzédrine comme élément standard de la préparation de missions. Les médecins de l'aviation ont documenté des cas où des équipages restés éveillés plus de 24 heures avant une mission obtenaient des performances indiscernables de celles du personnel reposé. Du moins, selon les critères disponibles à la médecine en temps de guerre. Mais la réalité pharmacologique était plus complexe que ne le laissaient entendre ces premiers rapports. L'amphétamine n'élimine pas la fatigue. Elle la masque. La dette neurochimique que la drogue repousse ne disparaît pas. Elle s'accumule. Un soldat ayant utilisé la benzédrine pour tenir 48 heures d'opération continue n'a pas résolu le problème de l'épuisement. Il l'a simplement repoussé. Lorsque l'effet du médicament s'estompe, généralement 4 à 8 heures après l'ingestion. La chute qui s'ensuit est souvent pire que la fatigue initiale ne l'aurait été. Plus profonde, plus difficile à dissiper, accompagnée dans de nombreux cas d'irritabilité, de paranoïa et d'un brouillard cognitif pouvant persister pendant des heures. Les médecins militaires étaient conscients de cette dynamique, du moins en théorie. Les directives officielles mettaient en garde contre l'usage excessif et soulignaient que les amphétamines étaient un outil destiné à des circonstances spécifiques et définies, et non un substitut au repos. Mais sur le terrain, les recommandations et la pratique divergeaient considérablement. Lorsqu'une unité était engagée dans des opérations continues et que le repos n'était pas une option, la mise en garde officielle contre l'abus devenait, en pratique, sans importance. On prenait la pilule parce qu'on n'avait pas le choix. On gérait la chute quand elle arrivait, si elle arrivait, après la fin de l'opération. Ce que la médecine militaire était moins préparée à documenter et moins disposée à affronter, ce sont les effets psychologiques que l'usage prolongé des amphétamines pouvait produire. Anxiété, agressivité accrue. Dans les cas d'utilisation prolongée ou de dosage élevé, on observait quelque chose qui s'apparentait à une psychose. Idées paranoïaques, hallucinations auditives, un détachement de la réalité ordinaire qui allait bien au-delà de l'effet thérapeutique recherché. Ces effets n'étaient pas hypothétiques. Ils apparaissaient dans les dossiers médicaux, dans les rapports post-opération, dans les récits des commandants d'unités, qui notaient des changements de comportement chez les hommes à qui l'on avait administré des stimulants sur de longues périodes. Le langage utilisé dans la documentation officielle était soigneux, clinique et délibérément mesuré. Mais la réalité sous-jacente qu'elle décrivait ne l'était pas. Il y avait aussi les cas qui n'ont jamais été consignés dans les dossiers officiels. Des soldats
qui avaient consommé massivement des amphétamines pendant une campagne et étaient ensuite retournés dans leurs unités, dans un état que leurs officiers supérieurs décrivaient, selon les cas, comme peu fiable, instable ou inapte au service en première ligne. Des hommes dont le sommeil avait été tellement perturbé par les drogues, par la guerre, par l'interaction entre les deux, que même lorsque le repos était possible, ils ne venaient pas. Et puis, il y avait les substances au-delà de la benzédrine. Car l'amphétamine n'était pas la seule drogue à circuler dans la chaîne d'approvisionnement militaire américaine. C'était la plus organisée, la plus autorisée, la plus systématiquement distribuée. Mais elle n'était pas seule. L'histoire de l'amphétamine est le chapitre le mieux documenté de l'usage de drogue par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est pas le seul chapitre. Et ne raconter que ce chapitre reviendrait à raconter une histoire incomplète, qui passerait à côté de la réalité de ce à quoi ressemblait réellement la dépendance pharmacologique. À travers une armée de plus de 12 millions d'hommes combattant dans des conditions que le système nerveux humain n'a jamais été conçu pour supporter. L'alcool a toujours fait partie de la culture militaire. Ce n'était pas un phénomène propre à la Seconde Guerre mondiale. C'était une caractéristique des conflits armés organisés depuis des siècles. Les soldats buvaient avant la bataille. Ils buvaient après la bataille. Ils buvaient pendant les longues périodes d'inactivité épuisante que la vie militaire impliquait autant que le combat. Dans l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale, l'alcool occupait une position institutionnelle complexe, officiellement réglementée, officieusement tolérée et en pratique disponible en quantité allant du modeste à l'excessif, selon l'unité, l'emplacement et la culture du commandement. L'armée et la marine appliquèrent des politiques différentes. Les règlements de la marine autorisaient la distribution cérémonielle de spiritueux dans des circonstances définies, une tradition profondément ancrée dans l'histoire. L'armée était nominalement plus sobre, décourageant officiellement la consommation d'alcool, tout en reconnaissant simultanément que l'application concrète de cette politique était quelque part entre difficile et impossible. En pratique, les soldats trouvaient de l'alcool dans les cantines militaires qui vendaient de la bière, par des achats locaux dans n'importe quel pays où ils étaient stationnés, et à travers les économies informelles qui se développent autour de toute grande concentration d'hommes disposant d'argent et de temps. Dans le Pacifique, où de nombreuses campagnes insulaires avaient lieu, loin des chaînes d'approvisionnement fonctionnelles, les opérations de fabrication artisanale d'alcool sont devenues courantes. Les militaires improvisaient des boissons fermentées à partir de n'importe quels ingrédients disponibles. Fruits en conserve, sucre, tout ce qui pouvait produire de l'alcool, avec suffisamment de temps et d'improvisation. Cela était documenté, toléré au niveau des unités et discrètement ignoré par le commandement supérieur. Ce qui était moins officiellement documenté, c'était à quel point la consommation d'alcool remplissait une fonction psychologique que l'armée n'avait aucun autre moyen de traiter. Le stress de combat, ce que nous appelons aujourd'hui le stress post-traumatique, bien que ce terme n'existait pas dans les années 40, était une réalité clinique que la médecine militaire comprenait mal et traitait de façon inadéquate. Les hommes qui avaient survécu à des combats prolongés, qui avaient vu mourir des amis, qui avaient eux-mêmes tué à bout portant, revenaient dans les zones de repos avec un fardeau neurologique et psychologique que ni les débriefings ni le repos ne pouvaient atteindre. L'alcool y parvenait, non pas en résolvant le traumatisme sous-jacent, mais en le suspendant temporairement. Et en 1943, faute de meilleurs outils, la suspension temporaire était la seule option que la pharmacie militaire pouvait offrir. La morphine présente une dimension différente et plus sombre de cette histoire. La relation de la médecine militaire avec les opiacés pendant la Seconde Guerre mondiale a été façonnée par les impératifs immédiats de la médecine de champ de bataille. La morphine était et reste l'un des analgésiques les plus efficaces à la disposition des infirmiers de combat, capables de gérer la douleur intense des blessures par balle, des éclats d'obus, des brûlures et des amputations dans des conditions où toute forme de soins avancés pouvait se trouver à des heures, voire des jours de distance. Chaque infirmier de terrain transportait des sirettes de morphine, de petits injecteurs à dose unique pouvant être administrés rapidement et de manière fiable sur le terrain.
Les soldats savaient ce que c'était. Beaucoup avaient reçu de la morphine de la part des infirmiers après avoir été blessés. Le problème ne résidait pas dans l'utilisation de la morphine à des fins médicales prévues. Cette utilisation était nécessaire, documentée et médicalement justifiable. Le problème se situait à la frontière entre l'usage thérapeutique et la dépendance, en particulier chez les hommes ayant reçu de la morphine à plusieurs reprises pendant de longues périodes de traitement des blessures ou d'hospitalisation. La médecine militaire avait mis en place des protocoles destinés à minimiser le risque de dépendance aux opioïdes chez les soldats blessés. Ces protocoles n'étaient pas toujours suivis avec la rigueur que le risque exigeait. Les systèmes hospitaliers fonctionnant sous une pression extrême, avec des charges de patients largement supérieures à leur capacité prévue, n'avaient pas toujours les moyens de suivre l'exposition à la morphine de chaque patient avec la précision nécessaire pour prévenir le développement d'une dépendance physique. Certains hommes ayant transité par les hôpitaux de campagne et les systèmes d'évacuation dans le Pacifique ou en Europe se retrouvaient, à l'issue de ce parcours, avec une relation physiologique aux opiacés que personne n'avait eu l'intention de créer. Il existait également une troisième catégorie de substances qui s'inscrit dans cette histoire, bien qu'elle se situe sur un registre différent de celui des amphétamines, de l'alcool et de la morphine. Dans le théâtre du Pacifique, l'interaction entre les forces américaines et les populations locales a fait découvrir à certains soldats des substances qui n'avaient aucun équivalent dans la pharmacopée occidentale. La consommation de cannabis, documentée aussi bien dans les théâtres du Pacifique que d'Afrique du Nord, était suffisamment répandue pour apparaître régulièrement dans les dossiers de cour martiale et les rapports de la police militaire. C'était informel, non autorisé, et dans de nombreux cas, les autorités de commandement le considéraient davantage comme une question disciplinaire que médicale. Mais cela existait. Cela faisait partie du paysage. Ce que toutes ces substances avaient en commun, les amphétamines, l'alcool, la morphine, les acquisitions informelles, c'était une seule et même fonction. Elles étaient des mécanismes permettant de gérer ce que la guerre infligeait au système nerveux humain. Elles étaient des moyens de tenir, d'endurer, de rester fonctionnels, ou du moins de rester présents dans des conditions que le corps et l'esprit n'étaient pas faits pour survivre. Et cette fonction nous révèle quelque chose d'important, non pas sur l'échec moral, non pas sur la faiblesse, mais sur la distance entre ce que nous exigeons des êtres humains en temps de guerre et ce que les êtres humains sont réellement capables de supporter. Si l'utilisation d'amphétamines et d'autres substances dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale a été aussi répandue que les archives le suggèrent, une question s'impose avec insistance. Que savait le corps médical et à quel moment? La réponse n'est pas confortable, mais elle est importante. La médecine militaire américaine durant la Seconde Guerre mondiale était une entreprise vaste et sophistiquée, bien plus organisée et scientifiquement rigoureuse que ses prédécesseurs. Le bureau du surgeon général coordonnait la recherche pharmacologique avec les compagnies pharmaceutiques. Les officiers médicaux au niveau divisionnaire et de corps d'armée transmettaient régulièrement des rapports sur l'état de santé au sein de leurs unités. Des programmes de recherche financés par le département de la guerre étudiaient les effets physiologiques et psychologiques des conditions de combat sur la performance des soldats. Ce n'était pas un système primitif avançant à l'aveugle. Il s'agissait d'un appareil institutionnel moderne disposant d'un accès à des données importantes. Ces données comprenaient des informations sur les effets de l'utilisation des amphétamines. Les Army Air Force, qui utilisaient le benzédrine de la manière la plus systématique, étaient aussi celles qui l'étudiaient le plus attentivement. Les médecins de l'air rédigeaient des rapports réguliers. L'école de médecine aéronautique menait des recherches sur les effets cognitifs et physiologiques de l'utilisation de stimulants chez les membres d'équipage. Il y avait une véritable démarche scientifique menée parallèlement au déploiement opérationnel. Ce que cette enquête a révélé était à la fois partiellement encourageant et partiellement préoccupant. Les bénéfices à court terme sur la performance étaient réels et mesurables. L'utilisation d'amphétamines permettait effectivement de maintenir l'état d'alerte. Elle améliorait la performance lors de tâches nécessitant une attention soutenue, le type de tâches exigées par les missions de bombardement de longue durée. Les données soutenant l'utilisation opérationnelle étaient solides, et elles servaient à justifier la poursuite de la distribution. Les résultats préoccupants ont reçu un traitement différent. Des rapports faisaient état de chute de vigilance après les missions,
de changements de comportement chez les hommes ayant utilisé des stimulants sur de longues périodes, de troubles du sommeil qui persistaient une fois la nécessité opérationnelle passée. Ces résultats ont été documentés. Ils ont circulé au sein du corps médical et dans la plupart des cas, ils ont été considérés comme des coûts gérables plutôt que comme des contre-indications rédhibitoires. La perspective était toujours opérationnelle. La question n'était pas de savoir si la benzédrine causait des dommages, mais si les dommages qu'elle causait étaient moindres que ceux qui résulteraient de l'épuisement qu'elle permettait d'éviter. En temps de guerre, ce calcul aboutissait systématiquement à la poursuite de l'utilisation. Le coût immédiat et mesurable de l'absence d'amphétamine, missions échouées, équipages perdus, opérations effondrées, était visible et concret. Le coût diffus et à long terme de leur utilisation, des hommes rentrant chez eux avec un sommeil perturbé, une humeur altérée et une relation compliquée à leur propre neurochimie, était invisible, différé et réparti sur une population de vétérans qui ne commenceraient à manifester ces coûts de façon visible que des mois ou des années plus tard. Il ne s'agit pas de suggérer que la médecine militaire ait agi de mauvaise foi. Les médecins et chercheurs qui ont conçu et fait fonctionner ce système étaient, pour la plupart, des hommes qui croyaient sincèrement servir leurs patients du mieux que les circonstances le permettaient. Les choix faits en 1942 paraissaient différents de l'intérieur d'une guerre que de l'extérieur, 7 décennies plus tard. Mais le corps médical a fait des choix quant à ce qu'il fallait mettre en avant et ce qu'il fallait remettre à plus tard. Elle a choisi de privilégier les données de performance opérationnelle plutôt que les données de sécurité à long terme, car les données opérationnelles étaient celles dont les commandants avaient besoin et les données à long terme n'existaient pas encore sous une forme qui aurait exigé une attention particulière. Elle a choisi de distribuer une substance pharmacologiquement significative à des millions d'hommes sans cadre, permettant de suivre l'exposition individuelle, la réponse individuelle ou le besoin individuel d'un accompagnement après usage. Et elle a choisi, à de très rares exceptions près, de ne pas beaucoup informer les hommes qui prenaient les comprimés sur ce qu'ils prenaient. Le cadre de consentement qu'exigerait aujourd'hui une norme d'éthique médicale était tout simplement absent. Un soldat à qui l'on remettait un comprimé de benzédrine et à qui l'on disait que cela l'aiderait à rester éveillé ne recevait pas d'explication sur la dopamine et la noradrénaline. On ne l'avertissait pas du contre-coup qui suivrait, ni des troubles du sommeil qui pourraient persister, ni du risque, faible mais réel, qu'un usage prolongé puisse l'amener à entretenir une relation avec cette substance qui ne s'arrêterait pas à la fin de la guerre. On lui donnait une pilule. On lui disait de la prendre. On lui faisait confiance pour être un soldat. Et c'est ici que l'histoire prend son tournant le plus sombre. Car les hommes, revenus de la Seconde Guerre mondiale, sont rentrés en héros, comme la plus grande génération. Ils sont rentrés chez eux sous les acclamations, avec des défilés, des monuments et une économie civile qui avait besoin d'eux. Ils sont rentrés auprès de leurs femmes, de leurs enfants, dans les banlieues, et dans un récit culturel qui ne laissait aucune place à la vérité complexe de ce que la guerre leur avait fait subir. Et caché au cœur de cette vérité complexe, souvent ignorée même par les hommes eux-mêmes, se trouvait une histoire pharmacologique à laquelle personne ne les avait préparés à comprendre, à affronter ou à guérir. La guerre s'est terminée en 1945. Les soldats sont rentrés chez eux, et l'histoire de ce que les drogues leur avaient fait était censée s'arrêter là, elle aussi. Ce ne fut pas le cas. La transition de la vie militaire à la vie civile pour les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale a été tellement mythifiée dans la culture américaine qu'il est devenu difficile de la voir clairement. Le GI Bill, les nouvelles banlieues, le baby boom, l'expansion économique. L'image est celle d'une réinsertion sans accroc. Des hommes qui avaient été soldats devenant pères, travailleurs, citoyens, avec une rapidité et une complétude qui semblaient confirmer quelque chose d'essentiel sur le caractère et la résilience américains. L'image n'était pas fausse. Pour de nombreux anciens combattants, la transition a été, selon les critères de l'époque, une réussite. Ils ont construit leur vie. Ils ont fondé des familles. Ils ont contribué à une nation qui avait réellement besoin d'eux. Mais au sein de ces vies, pour un nombre important et en grande partie non comptabilisé d'hommes, quelque chose ne s'est pas résolu.
Quelque chose de la guerre est resté. Pas nécessairement sous forme de souvenir, mais comme neurochimie, comme schéma, comme une relation entre soi et la stimulation chimique qui s'était établie au cours de 4 années d'usage, sanctionnée et encouragée. La recherche sur la dépendance aux amphétamines après la guerre chez les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale est frustrante par son incomplétude. Ce n'est pas un hasard. L'infrastructure médicale de l'administration des anciens combattants d'après-guerre était organisée autour des blessures physiques visibles, la blessure, l'amputation, la maladie. Les conséquences psychologiques et neurochimiques de la guerre étaient mal comprises, insuffisamment suivies et à peine traitées. Un vétéran revenu du Pacifique avec des troubles du sommeil, de l'irritabilité, une instabilité de l'humeur et une tendance à rechercher le benzédrine, encore disponible sans ordonnance dans les pharmacies américaines jusqu'en 1959, ne se présentait pas dans une clinique de la VA comme un homme ayant un problème de drogue enraciné dans le service militaire. Il se présentait, s'il se présentait, comme un homme ayant des difficultés d'adaptation. Le cadre de l'adaptation était la principale grille de lecture à travers laquelle on considérait les difficultés des anciens combattants après la guerre. La notion de ce que nous appelons aujourd'hui l'addiction, comprise neurobiologiquement, comprise comme une conséquence d'histoires d'exposition spécifiques, n'était pas le cadre que la médecine américaine de 1945 appliquait à ces hommes. La science n'existait pas encore sous une forme qui l'aurait permis. Ce que nous pouvons reconstituer à partir des données disponibles, des registres de vente pharmaceutique, des statistiques de santé des anciens combattants, des rapports médicaux civils de la fin des années 40 et 50, c'est un tableau qui est évocateur, sinon définitif. La consommation d'amphétamines dans la population civile américaine a augmenté de façon significative après la guerre. Le médicament est resté légalement disponible et largement commercialisé. Au début des années 50, les prescriptions d'amphétamines aux États-Unis se comptaient par dizaines de millions chaque année. Le degré précis auquel cette demande civile a été stimulée par les populations de vétérans ne peut être établi avec certitude à partir des archives disponibles, mais la coïncidence de la période et de l'ampleur n'est pas quelque chose que l'on peut écarter. L'histoire de la morphine présente une ombre similaire. Les vétérans qui avaient développé une dépendance physique aux opiacés à la suite de traitements de blessures et d'hospitalisation ne recevaient pas toujours le soutien structuré qu'exigeait une telle dépendance. Le système de l'administration des anciens combattants d'après-guerre était débordé, sous-financé et fonctionnait avec une boîte à outils thérapeutique qui, selon les normes actuelles, était primitive. Les hommes qui avaient besoin d'un sevrage médicalement supervisé ne recevaient, dans de nombreux cas, rien de plus qu'une lettre de sortie et une adresse. La dimension liée à l'alcool est sans doute la plus visible et la plus communément reconnue parmi les conséquences de l'après-guerre. Les taux de dépendance à l'alcool chez les vétérans de la Seconde Guerre mondiale étaient nettement plus élevés que dans la population masculine générale du même âge. Cela est documenté dans des études épidémiologiques menées de la fin des années 40 jusqu'aux années 60. La relation entre l'exposition au combat, le traumatisme psychologique et la consommation d'alcool comme mécanisme d'adaptation a été observée, notée et, dans le contexte culturel de l'immédiat après-guerre, largement excusée comme la conséquence compréhensible de ce que ces hommes avaient vécu. Ce qui n'a pas été observé, ni nommé, ni traité, c'est le rôle que l'infrastructure pharmacologique propre à l'armée avait joué dans l'établissement des conditions menant à ces schémas post-guerre. Les hommes qui buvaient beaucoup après la guerre n'étaient pas simplement des hommes qui avaient vu des choses terribles. Ils étaient, dans de nombreux cas, des hommes dont les systèmes neurochimiques avaient été significativement modifiés par des années de consommation de drogue autorisée, qui avaient été renvoyés chez eux sans aucun cadre pour comprendre ce qui leur était arrivé, et qui avaient trouvé dans l'alcool une substance produisant des effets, sédation, modification de l'humeur, soulagement de l'anxiété, qui remplaçait, aussi imparfaitement soit-il, le soutien pharmacologique auquel leur système nerveux avait été habitué. Il ne s'agit pas d'une excuse. Ce n'est pas non plus affirmer que chaque vétéran ayant eu des difficultés après la Seconde Guerre mondiale les a connus à cause des drogues. La guerre elle-même, la violence, la perte, le poids moral de ce que ces hommes avaient vu et fait
constituaient à eux seuls une cause suffisante de profondes difficultés psychologiques, sans aucune dimension pharmacologique. Mais il s'agit bien d'affirmer que cette dimension pharmacologique a existé, qu'elle était réelle, qu'elle a été créée en grande partie par des décisions prises au sein de l'appareil institutionnel de l'armée américaine et de son corps médical, et que ces décisions et leurs conséquences n'ont jamais été honnêtement reconnues par les institutions qui les ont prises. Ces hommes méritaient cette reconnaissance. Ils ne l'ont pas obtenue. L'histoire de l'usage de drogue par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas terminée en 1945. Elle s'est poursuivie pendant la guerre de Corée au Vietnam, dans la mémoire institutionnelle d'une armée qui avait appris, lors du plus grand conflit de l'histoire humaine, que l'amélioration pharmacologique des performances était possible, efficace et gérable sur le plan organisationnel. Les leçons de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas été formellement codifiées dans une doctrine qui aurait permis d'en tracer une lignée claire, mais elles ont été assimilées. L'appareil médical militaire qui avait distribué 250 millions de comprimés de benzédrine pendant la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas dissous après 1945. Il s'est restructuré, a conservé son savoir institutionnel et a transmis ses connaissances au conflit suivant. En Corée, la consommation d'amphétamines parmi le personnel militaire américain s'est poursuivie, là encore à la fois par des canaux officiels et informels. Au Vietnam, le paysage pharmacologique est devenu considérablement plus complexe. Des amphétamines, certes, mais aussi du cannabis à grande échelle, de l'héroïne et toute une gamme d'autres substances que la propre culture de la drogue de l'armée avait contribué à normaliser. La crise de la drogue au Vietnam, qui est devenue un scandale public au début des années 70, n'a pas surgi soudainement. C'était une accumulation, un système mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale qui avait normalisé l'intervention pharmacologique comme outil de gestion militaire, sans jamais affronter honnêtement ses propres coûts à long terme, et qui, en 2 décennies, avait métastasé en quelque chose qui ne pouvait plus être contenu dans la chaîne d'approvisionnement. La relation de l'industrie pharmaceutique avec l'amélioration des performances militaires a également persisté et évolué. Le même cadre scientifique qui avait produit la benzédrine et la dexédrine a continué à évoluer, donnant naissance à de nouvelles générations de stimulants, certains légaux, d'autres non, qui faisaient paraître les amphétamines de la guerre rudimentaires en comparaison. L'idée fondamentale selon laquelle la performance humaine pouvait être chimiquement améliorée au-delà de ses limites biologiques ordinaires est devenue une caractéristique permanente, tant de la recherche militaire que du développement pharmaceutique civil. Il vaut la peine de s'arrêter ici pour réfléchir à ce que signifie cette histoire, non pas comme une condamnation des hommes qui ont pris ces décisions, mais comme un bilan honnête de ce qu'elles ont produit. L'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale a fait un choix rationnel. Confrontée au véritable problème des limites humaines face à une demande opérationnelle extraordinaire, elle a eu recours au meilleur outil pharmacologique disponible et l'a déployé à grande échelle. L'outil a fonctionné dans les termes étroits que l'évaluation en temps de guerre pouvait mesurer. Les missions ont été accomplies, les opérations ont été maintenues. Des hommes qui, autrement, se seraient effondrés d'épuisement sont restés opérationnels. Ce que ce choix rationnel a coûté en termes de santé à long terme des anciens combattants, dans les schémas de consommation de substances qui ont suivi ces hommes jusque chez eux, dans la normalisation institutionnelle de la manipulation pharmacologique comme solution aux limites humaines, ce coût n'a jamais été inscrit au bilan face aux bénéfices opérationnels. Et cette asymétrie entre les bénéfices visibles, mesurables et immédiats de l'amélioration des performances par des substances chimiques et les coûts invisibles, diffus et à long terme supportés par des êtres humains individuels, n'est pas un problème propre à la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas un problème qui s'est terminé en 1945, en 1975 ou à une quelconque autre date historique. C'est un problème qui se répète partout où l'on demande à des êtres humains de dépasser leurs limites biologiques et partout où une autorité institutionnelle décide que la question de savoir comment rendre cette performance possible est plus urgente que celle de savoir quel en sera le coût final. La tablette de benzédrine dans la poche du soldat américain n'était pas maléfique.
C'était un outil conçu par des scientifiques, distribué par des médecins, délivré par une institution qui croyait, sincèrement, qu'elle aidait. Les hommes qui l'apprenaient n'étaient pas faibles. Ils n'étaient pas imprudents. C'étaient des soldats qui faisaient ce que font les soldats, utilisant ce qu'on leur avait donné pour survivre. Mais l'institution qui la leur avait donnée leur devait plus qu'une tablette et une mission. Elle leur devait l'honnêteté sur ce qu'était cette tablette. Elle leur devait un cadre pour comprendre et gérer les effets qui perdureraient au-delà de la mission. Elle leur devait la reconnaissance que la dette différée par ce petit comprimé blanc finirait par être exigée, non pas de l'armée, ni du laboratoire pharmaceutique, ni des historiens qui finiraient par reconstituer cette histoire, mais des hommes eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux ont payé cette dette seuls, dans des salons à la fin des années 1940, dans des salles d'attente de la VA dans les années 1950, dans la souffrance silencieuse et ignorée d'hommes à qui l'on avait appris à endurer, à qui l'on avait donné les moyens chimiques d'endurer, et à qui l'on n'avait jamais appris quoi faire lorsque cette endurance finirait par s'épuiser. Il existe une forme particulière de silence qui s'abat sur l'histoire difficile. Pas le silence de l'ignorance, mais celui de la préférence. La préférence de se souvenir des choses comme étant plus simples qu'elles ne l'étaient, de conserver l'image de la plus grande génération intacte, sans complications, digne des monuments érigés en son honneur. Ils sont dignes de ces monuments. Rien dans cette histoire ne diminue ce que les soldats américains ont accompli pendant la Seconde Guerre mondiale. Le sacrifice était réel, la victoire était réelle. Les enjeux moraux de ce conflit étaient aussi clairs que dans toute l'histoire moderne. Mais les hommes qui l'ont combattu étaient des êtres humains. Pas des symboles, pas des archétypes. Des êtres humains qui ont été placés dans des conditions dépassant la capacité biologique humaine, à qui l'on a donné des outils chimiques pour combler cet écart, et qui ont porté les conséquences de ces outils bien après la fin de la guerre qui les avait créés. Le recours aux drogues par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale n'est pas un scandale à cacher. C'est un chapitre de l'expérience humaine qui mérite d'être lu honnêtement. Cela nous apprend quelque chose sur la guerre, sur ce qu'elle exige de ceux qui la combattent. Cela nous apprend quelque chose sur les institutions, sur la façon dont elles gèrent la distance entre ce qu'elles exigent des gens et ce qu'elles leur doivent. Et cela nous dit quelque chose sur l'étrange arithmétique morale de la nécessité. La façon dont le besoin urgent en temps de crise a tendance à emprunter sur l'avenir une dette que quelqu'un d'autre devra payer. 250 millions de comprimés distribués, consommés, oubliés. Les hommes qui les ont pris ont pour la plupart disparu aujourd'hui. Les archives sont incomplètes. Les conséquences se sont dispersées à travers les décennies et des vies trop ordinaires pour attirer l'attention de l'histoire. Mais elles ont eu lieu. La dette était réelle. Et le moins que nous puissions offrir aux hommes qui l'ont porté, c'est l'honnêteté de le reconnaître. Ce n'est pas seulement de l'histoire. C'est un conte qui est encore en train d'être réglé. Si cette histoire vous a touché, interpellé ou aidé à voir la Seconde Guerre mondiale différemment, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas juste un clic. C'est une façon de soutenir des histoires plus puissantes, des voix oubliées et davantage de vérité du passé. Alors si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons à construire ce voyage ensemble. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous lisons chacun d'entre eux et nous aimons entendre vos avis. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer l'histoire avec Epic War. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.